Le 27 août, alors que l'aube pointait à Addis-Abeba, la diplomatie mondiale allait recevoir un électrochoc inattendu. Devant une armée de caméras de micro et un parterre de dirigeants médusés, Ibrahim Traoré, sans script, sans fioriture, mais avec une assurance tranchante, a fait trembler les murs feutrés du sommet pour le développement de l'Afrique. Il ne s'est pas contenté de parler, il a frappé frontalement. S'adressant à Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, il lança une déclaration qui ressemblait à un avertissement historique. Vous avez 2 jours, pas un de plus, sans excuse claire à l'endroit du continent africain. Vos visites ici s'achèvent à jamais. Pas de menaces voilées, aucune provocation militaire, simplement un message brut, le respect ou le départ. L'effet fut immédiat. La scène capturée, sous tous les angles, s'est propagée comme une onde sismique numérique. En quelques instants, les débats ont jailli de Cape Town à New York. Ce n'était pas une querelle de personnalité, mais le sursaut d'un continent qui exige qu'on le regarde droit dans les yeux et non de haut. L'Afrique, lassée d'être polie pour être ignorée, venait de dresser un mur contre l'irrespect, un mur de dignité. Ce n'est pas une déclaration publique qui a mis le feu aux poudres, mais une fuite bien orchestrée, lâchée comme une étincelle sur un baril de poudre diplomatique. Ce que la presse ne devait jamais entendre a pourtant traversé les murs feutrés d'une réunion secrète du G7. Là, dans l'entre-soi des puissants, Benjamin Netanyahou aurait dérapé lourdement. D'après plusieurs sources concordantes, il se serait permis des remarques jugées profondément dédaigneuses à l'égard du président burkinabé Ibrahim Traoré, qu'il aurait rabaissé au rang de petit agitateur de salon trop candide pour comprendre les vraies dynamiques du conflit à Gaza. Mais ce n'était que la surface. Les langues se sont déliées et le tableau s'est assombri. Des diplomates et journalistes ont révélé que les propos, loin d'être des maladresses, frôlaient le mépris pur. L'Afrique, dans ses échanges confidentiels, était qualifiée de tapageuse de théâtrale, presque gênante. Et comme si cela ne suffisait pas, Netanyahou aurait insinué son soutien à un FMI plus agressif pour presser les États africains sur leurs dettes. Cerise sur le gâteau empoisonnée l'idée d'un nouveau pacte, soi-disant visionnaire, piloté par l'Occident, et destiné à reconstruire le Sud global, un projet où l'Afrique, encore une fois, semblait reléguée au rôle de figurante dans un scénario déjà écrit ailleurs. Dès que l'affaire fut éventée, un raz-de-marée d'indignation déferla sur les réseaux sociaux africains comme un feu de brousse impossible à contenir. Africa News, flairant l'onde de choc, en fit immédiatement sa une, tandis qu'un mot dièse explosif, Africa has not your porn, prenait d'assaut la toile portée par des millions de clics furieux. La rage collective monta en flèche. Et au milieu de cette tempête numérique, Ibrahim Traoré, il resta de marbre. Pas un mot. Un silence glacial, mais visiblement prémédité. Quelques jours plus tard, dans le cadre solennel du sommet d'Addis-Abeba, il fit son entrée, le pas lourd de détermination. Pas de discours modéré, pas de formule diplomatique, il frappa net. D'une voix d'acier, il lança « Monsieur Netanyahou, l'Afrique n'est ni votre terrain de jeu, ni votre laboratoire d'ingénierie financière. Ce n'est pas une question de bloc ou d'alliance. C'est une ligne rouge, le respect ou la sortie. Vous avez 2 jours. Ensuite, votre nom n'aura plus sa place ni dans nos marchés, ni dans nos chancelleries, ni dans les pages de notre avenir. » Le silence s'abattit comme un couperet. Les doigts des journalistes suspendus au-dessus des claviers restèrent figés. Dans la salle, les regards se croisèrent, partagés entre stupeur et admiration contenue. Ce n'était pas une déclaration belliqueuse. Non.
C'était une claque symbolique, une révolte polie mais implacable contre un ordre mondial bancal qui depuis trop longtemps relègue l'Afrique à la marge. En l'espace de quelques secondes, le Burkina Faso, souvent relégué à l'arrière-plan géopolitique, se transforma en plaque tournante d'un débat planétaire sur la dignité, la souveraineté et la voie retrouvée du continent. Et dès l'instant où Traoré descendit de scène, le chronomètre s'enclencha. 72 heures. Le compte à rebours d'un bras de fer historique. La toile prit feu. Sur le continent et bien au-delà, les plateformes numériques s'illuminèrent de réactions fulgurantes. Sur Africa News, l'affaire évince tout le reste de l'actualité. Et le hashtag #AArcher Africa is not your porn, en quelques heures, passa de cri numérique à phénomène mondial, envahissant X, TikTok et Facebook, avec une viralité foudroyante. Mais très vite, l'indignation qu'on croyait cantonnée aux écrans déborda dans la vraie vie. Des ministères aux amphithéâtres, des cafés étudiants, aux couloirs feutrés des chancelleries, les mots d'Ibrahim Traoré furent repris, analysés, décryptés, encensés. Il ne s'agissait plus d'un simple accrochage diplomatique, mais d'un moment rare, celui où un chef d'État africain osait briser le 4e mur de la diplomatie mondiale, sans filtre, sans peur et sans langue de bois, pour dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas depuis des décennies. L'élan de soutien ne tarda pas. Depuis Pretoria, la chef de la diplomatie sud-africaine partagea la vidéo devenue virale avec un commentaire sans détour. Il était temps que quelqu'un le dise. De Nairobi, l'ex-ambassadeur du Kenya à l'ONU tweeta avec admiration : « Voilà le visage de la diplomatie africaine de demain, sans peur, sans prix. » Ces prises de parole confirmaient que le message de Traoré transcendait les clivages habituels, réunissant conservateurs et progressistes panafricanistes et modérés autour d'un mot d'ordre simple: respect. Du côté israélien, c'est le silence feutré qui domina. Aucune déclaration tonitruante, aucun contre-feu. Le cabinet de Netanyahou se contenta d'un vague communiqué, niant mollement les propos rapportés sans jamais oser confronter l'ultimatum lancé par Traoré. Une esquive diplomatique, sans doute, mais loin de calmer la tempête, cette posture réservée jeta de l'huile sur le feu. Pour les analystes d'Africa News, cette réaction ne fit que confirmer un sentiment profondément enraciné chez nombre d'Africains. Leurs préoccupations ne sont pas ignorées par accident, elles le sont par habitude. En l'espace d'une journée, ce qui n'était qu'une passe d'armes devint quelque chose de bien plus grand. Ce fut une étincelle qui ralluma un vieux feu, celui d'une Afrique en quête de respect. Le récit ne resta pas confiné aux journaux. Il se transforma en mot d'ordre, en bannière, en cri porté par toutes les couches de la société. L'unité souvent invoquée, sans jamais être ressentie, se matérialisait enfin. L'ultimatum de Traoré, bien au-delà de la rhétorique, devenait pour beaucoup le début d'un virage historique. Au cœur d'un pays meurtri, où plus de 2 millions de citoyens ont été arrachés à leur foyer par les assauts djihadistes, et où l'État a perdu la main sur une large partie du territoire, une figure émerge contre toute attente, celle d'Ibrahim Traoré. Malgré le chaos, il incarne pour beaucoup le sursaut, la résilience, l'unité rêvée. Sous sa houlette, le régime militaire jadis contesté regagne du terrain dans les cœurs. Selon les derniers chiffres d'Afrobaromètre, 66% des Burkinabés se disent aujourd'hui favorables à cette gouvernance musclée, une progression fulgurante comparée aux 24% d'il y a à peine une décennie. Et cette montée en flèche n'est pas due au hasard. Le bras de fer qu'il a engagé avec le Premier ministre israélien n'a pas seulement électrisé la scène internationale, il a aussi frappé l'imaginaire collectif, surtout chez les jeunes et les populations rurales. Pour eux, Traoré ne dirige pas seulement un pays, il incarne une promesse.
Beaucoup le murmurent déjà comme l'héritier spirituel de Sankara, un homme debout, décidé à rendre à son peuple fierté, souveraineté et voix au chapitre dans le concert des nations. À l'international, le nom d'Ibrahim Traoré est désormais prononcé avec un mélange de surprise, d'admiration et d'inconfort. Il est devenu le visage de la contestation frontale contre les ingérences venues d'ailleurs. À Ouagadougou, les rues vibrèrent sous les chants de milliers de voix criant « Vive le capitaine Traoré !» Mais le phénomène déborda vite les frontières à Londres, à Kingston. Dans chaque coin de la diaspora africaine, des foules brandirent haut le drapeau burkinabé. Sur leurs pancartes, un message clair: l'Afrique n'est plus un terrain de jeu pour les puissances étrangères. Et sur le continent, les analystes n'ont pas manqué de souligner que cette stature internationale flamboyante repose aussi sur des chantiers concrets. Car Traoré ne se contente pas de discours. Il agit. Il récupère les clés de la richesse nationale. En nationalisant les mines d'or, il lance la première raffinerie du pays. Et met des tracteurs entre les mains des paysans, traçant une route vers l'autonomie. C'est cette combinaison d'audace politique à l'extérieur et d'action concrète à l'intérieur qui forge son aura grandissante. Mais malgré l'aura croissante du capitaine Traoré, le chemin reste dangereux et criblé de pièges. L'an passé, seulement plus de 7200 vies ont été fauchées dans les violences qui ravagent le Burkina Faso. Le 27 août, alors que l'aube pointait à Addis-Abeba, la diplomatie mondiale allait recevoir un électrochoc inattendu. Devant une armée de caméras de micro et un parterre de dirigeants médusés, Ibrahim Traoré, sans script, sans fioriture, mais avec une assurance tranchante, a fait trembler les murs feutrés du sommet pour le développement de l'Afrique. Il ne s'est pas contenté de parler, il a frappé frontalement. S'adressant à Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, il lança une déclaration qui ressemblait à un avertissement historique. Vous avez 2 jours, pas un de plus, sans excuse claire à l'endroit du continent africain. Vos visites ici s'achèvent à jamais. Pas de menaces voilées, aucune provocation militaire. Le 27 août, alors que l'aube pointait à Addis-Abeba, la diplomatie mondiale allait recevoir un électrochoc inattendu. Devant une armée de caméras de micro et un parterre de dirigeants médusés, Ibrahim Traoré, sans script, sans fioriture, mais avec une assurance tranchante, a fait trembler les murs feutrés du sommet pour le développement de l'Afrique. Il ne s'est pas contenté de parler, il a frappé frontalement. S'adressant à Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, il lança une déclaration qui ressemblait à un avertissement historique. Vous avez 2 jours, pas un de plus, sans excuse claire à l'endroit du continent africain. Vos visites ici s'achèvent à jamais. Pas de menaces voilées, aucune provocation militaire, simplement un message brut, le respect ou le départ. L'effet fut immédiat. La scène capturée sous tous les angles s'est propagée comme une onde sismique numérique. En quelques instants, les débats ont jailli de Cape Town à New York. Ce n'était pas une querelle de personnalité, mais le sursaut d'un continent qui exige qu'on le regarde droit dans les yeux et non de haut. L'Afrique, lassée d'être polie pour être ignorée, venait de dresser un mur contre l'irrespect, un mur de dignité. Ce n'est pas une déclaration publique qui a mis le feu aux poudres, mais une fuite bien orchestrée, lâchée comme une étincelle sur un baril de poudre diplomatique. Ce que la presse ne devait jamais entendre a pourtant traversé les murs feutrés d'une réunion secrète du G7. Là, dans l'entre-soi des puissants, Benjamin Netanyahou aurait dérapé lourdement. D'après plusieurs sources concordantes, il se serait permis des remarques jugées profondément dédaigneuses à l'égard du président burkinabé Ibrahim Traoré,
qu'il aurait rabaissé au rang de petit agitateur de salon trop candide pour comprendre les vraies dynamiques du conflit à Gaza. Mais ce n'était que la surface. Les langues se sont déliées et le tableau s'est assombri. Des diplomates et journalistes ont révélé que les propos, loin d'être des maladresses, frôlaient le mépris pur. L'Afrique, dans ses échanges confidentiels, était qualifiée de tapageuse de théâtrale, presque gênante. Et comme si cela ne suffisait pas, Netanyahou aurait insinué son soutien à un FMI plus agressif pour presser les États africains sur leurs dettes. Cerise sur le gâteau empoisonnait l'idée d'un nouveau pacte, soi-disant visionnaire, piloté par l'Occident, et destiné à reconstruire le Sud global, un projet où l'Afrique, encore une fois, semblait reléguée au rôle de figurante dans un scénario déjà écrit ailleurs. Dès que l'affaire fut éventée, un raz-de-marée d'indignation déferla sur les réseaux sociaux africains comme un feu de brousse impossible à contenir. Africa News, flairant l'onde de choc, en fit immédiatement sa une, tandis qu'un mot dièse explosif, Africa has not your porn, prenait d'assaut la toile portée par des millions de clics furieux. La rage collective monta en flèche. Et au milieu de cette tempête numérique, Ibrahim Traoré, il resta de marbre. Pas un mot. Un silence glacial, mais visiblement prémédité. Quelques jours plus tard, dans le cadre solennel du sommet d'Addis Abeba, il fit son entrée, le pas lourd de détermination. Pas de discours modéré, pas de formule diplomatique, il frappa net. D'une voix d'acier, il lança « Monsieur Netanyahou, l'Afrique n'est ni votre terrain de jeu, ni votre laboratoire d'ingénierie financière. Ce n'est pas une question de bloc ou d'alliance. C'est une ligne rouge, le respect ou la sortie. Vous avez 2 jours. Ensuite, votre nom n'aura plus sa place ni dans nos marchés, ni dans nos chancelleries, ni dans les pages de notre avenir. » Le silence s'abattit comme un couperet. Les doigts des journalistes suspendus au-dessus des claviers restèrent figés. Dans la salle, les regards se croisèrent, partagés entre stupeur et admiration contenue. Ce n'était pas une déclaration belliqueuse. Non. C'était une claque symbolique, une révolte polie, mais implacable, contre un ordre mondial bancal qui depuis trop longtemps relègue l'Afrique à la marge. En l'espace de quelques secondes, le Burkina Faso, souvent relégué à l'arrière-plan géopolitique, se transforma en plaque tournante d'un débat planétaire sur la dignité, la souveraineté et la voie retrouvée du continent. Et dès l'instant où Traoré descendit de scène, le chronomètre s'enclencha. 72 heures. Le compte à rebours d'un bras de fer historique. La toile prit feu. Sur le continent et bien au-delà, les plateformes numériques s'illuminèrent de réactions fulgurantes. Sur Africa News, l'affaire évince tout le reste de l'actualité. Et le hashtag Archer Africa is not your porn, en quelques heures, passa de cri numérique à phénomène mondial, envahissant X, TikTok et Facebook, avec une viralité foudroyante. Mais très vite, l'indignation qu'on croyait cantonnée aux écrans déborda dans la vraie vie. Des ministères aux amphithéâtres, des cafés étudiants, aux couloirs feutrés des chancelleries, les mots d'Ibrahim Traoré furent repris, analysés, décryptés, encensés. Il ne s'agissait plus d'un simple accrochage diplomatique, mais d'un moment rare, celui où un chef d'État africain osait briser le 4e mur de la diplomatie mondiale, sans filtre, sans peur et sans langue de bois, pour dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas depuis des décennies. L'élan de soutien ne tarda pas. Depuis Pretoria, la chef de la diplomatie sud-africaine partagea la vidéo devenue virale avec un commentaire sans détour « Il était temps que quelqu'un le dise ». De Nairobi, l'ex-ambassadeur du Kenya à l'ONU tweeta avec admiration « Voilà le visage de la diplomatie africaine de demain, sans peur, sans prix. » Des prises de parole
confirmait que le message de Traoré transcendait les clivages habituels, réunissant conservateurs et progressistes panafricanistes et modérés autour d'un mot d'ordre simple: respect. Du côté israélien, c'est le silence feutré qui domina. Aucune déclaration tonitruante, aucun contre-feu. Le cabinet de Netanyahou se contenta d'un vague communiqué, niant mollement les propos rapportés sans jamais oser confronter l'ultimatum lancé par Traoré. Une esquive diplomatique, sans doute, mais loin de calmer la tempête, cette posture réservée jeta de l'huile sur le feu. Pour les analystes d'Africa News, cette réaction ne fit que confirmer un sentiment profondément enraciné chez nombre d'Africains. Leurs préoccupations ne sont pas ignorées par accident, elles le sont par habitude. En l'espace d'une journée, ce qui n'était qu'une passe d'armes devint quelque chose de bien plus grand. Ce fut une étincelle qui ralluma un vieux feu, celui d'une Afrique en quête de respect. Le récit ne resta pas confiné aux journaux. Il se transforma en mot d'ordre, en bannière, en cri porté par toutes les couches de la société. L'unité souvent invoquée, sans jamais être ressentie, se matérialisait enfin. L'ultimatum de Traoré, bien au-delà de la rhétorique, devenait pour beaucoup le début d'un virage historique. Au cœur d'un pays meurtri, où plus de 2 millions de citoyens ont été arrachés à leur foyer par les assauts djihadistes, et où l'État a perdu la main sur une large partie du territoire, une figure émerge contre toute attente, celle d'Ibrahim Traoré. Malgré le chaos, il incarne pour beaucoup le sursaut, la résilience, l'unité rêvée. Sous sa houlette, le régime militaire jadis contesté regagne du terrain dans les cœurs. Selon les derniers chiffres d'Afrobaromètre, 66% des Burkinabés se disent aujourd'hui favorables à cette gouvernance musclée, une progression fulgurante comparée aux 24% d'il y a à peine une décennie. Et cette montée en flèche n'est pas due au hasard. Le bras de fer qu'il a engagé avec le Premier ministre israélien n'a pas seulement électrisé la scène internationale, il a aussi frappé l'imaginaire collectif, surtout chez les jeunes et les populations rurales. Pour eux, Traoré ne dirige pas seulement un pays, il incarne une promesse. Beaucoup le murmurent déjà comme l'héritier spirituel de Sankara, un homme debout, décidé à rendre à son peuple fierté, souveraineté et voix au chapitre dans le concert des nations. À l'international, le nom d'Ibrahim Traoré est désormais prononcé avec un mélange de surprise, d'admiration et d'inconfort. Il est devenu le visage de la contestation frontale contre les ingérences venues d'ailleurs. À Ouagadougou, les rues vibrèrent sous les chants de milliers de voix criant « Vive le capitaine Traoré !» Mais le phénomène déborda vite les frontières à Londres, à Kingston. Dans chaque coin de la diaspora africaine, des foules brandirent haut le drapeau burkinabé. Sur leurs pancartes, un message clair: l'Afrique n'est plus un terrain de jeu pour les puissances étrangères. Et sur le continent, les analystes n'ont pas manqué de souligner que cette stature internationale flamboyante repose aussi sur des chantiers concrets. Car Traoré ne se contente pas de discours. Il agit. Il récupère les clés de la richesse nationale. En nationalisant les mines d'or, il lance la première raffinerie du pays. Et met des tracteurs entre les mains des paysans, traçant une route vers l'autonomie. C'est cette combinaison d'audace politique à l'extérieur et d'action concrète à l'intérieur qui forge son aura grandissante. Mais malgré l'aura croissante du capitaine Traoré, le chemin reste dangereux et criblé de pièges. L'an passé, seulement plus de 7200 vies ont été fauchées dans les violences qui ravagent le Burkina Faso, un chiffre effrayant bien au-dessus des 2814 morts recensés avant son arrivée au sommet de l'État. Le contraste est brutal. Et les critiques ne manquent pas. Plusieurs ONG internationales montent au créneau dénonçant des pratiques inquiétantes, enrôlement forcé,
emprisonnements arbitraires, répression de voix discordantes. Autant de signaux d'alerte qui pourraient éroder le socle populaire du pouvoir si les promesses de sécurité et de redressement économique ne suivent pas. C'est dans ce climat sous tension, où chaque décision peut devenir une étincelle, que s'inscrit le fameux ultimatum de 48 heures lancé à Netanyahou. Ce n'était pas un coup de sang improvisé, mais un pion stratégique dans une partie d'échecs bien plus grande. Pour des millions d'Africains, ce décompte symbolique n'était pas un simple caprice politique, c'était une clameur collective, une déclaration de rupture avec les schémas imposés, un appel à une diplomatie redessinée par et pour l'Afrique, un compte à rebours devenu manifeste. L'onde de choc ne s'est pas arrêtée au couloir feutré de la diplomatie. Très vite, l'ultimatum franchit les murs des chancelleries pour s'ancrer dans la rue, dans les esprits, dans les cœurs. En un rien de temps, l'atmosphère politique du Burkina Faso et bien au-delà, à travers tout le continent, connut un véritable basculement. À Ouagadougou, les places se noircirent de monde. Les citoyens drapeaux en main et slogans sur les lèvres scandaient leur ralliement. L'Afrique est avec Ibrahim Traoré. Le respect n'est pas négociable. Et la jeunesse, toujours en première ligne des grands tournants historiques, prit le relais. Des syndicats étudiants venus du Sénégal, du Ghana et du Nigeria s'unirent pour signer une déclaration commune. Leur message limpide. L'Union africaine devait faire bloc avec le Burkina Faso. Et si certains États persistaient à piétiner la souveraineté du continent, alors il fallait envisager des sanctions économiques, diplomatiques, symboliques. Une voix collective se formait plus forte, plus ferme, impossible à étouffer. Cette marée citoyenne, surgie du fond des frustrations accumulées, n'était pas qu'un élan émotionnel. Elle avait un poids, une gravité politique que personne ne pouvait ignorer. Dans des nations où la défiance envers les élites a poussé bien des citoyens à déserter les urnes, cet événement a ravivé un feu que l'on croyait éteint, l'idée qu'il existe encore des combats qui méritent qu'on s'y engage ensemble. Les analystes africains furent unanimes, ce soulèvement transcenda toutes les lignes de fracture religieuse, culturelle, régionale. Chrétiens, musulmans, athées, tous semblaient s'accorder sur un socle commun, la dignité de l'Afrique n'est pas un sujet de débat. C'est un fondement. Et sur le sol burkinabé, les effets se firent sentir sans attendre. Déjà auréolé de popularité grâce à son discours patriotique et ses décisions économiques audacieuses, Ibrahim Traoré vit sa stature exploser après l'ultimatum. Même ses détracteurs les plus virulents, ceux qui jusque-là dénonçaient bruyamment son autoritarisme militaire, se mirent à tempérer leurs critiques, car en s'opposant à lui, ils prenaient désormais le risque d'apparaître comme ennemis de la fierté nationale. C'est dans un élan d'unité aussi rare que spectaculaire que l'Union africaine, souvent raillée pour sa lenteur bureaucratique, s'est brusquement mise en mouvement. En coulisses, plusieurs États affûtaient déjà une riposte concertée, prêts à dégainer une réponse commune, si Netanyahou s'obstinait à ignorer l'ultimatum de 48 heures. Mais dans les coulisses médiatiques, les voix des analystes rappelaient à la prudence l'espoir populaire, lorsqu'il monte trop haut, peut se transformer en chute brutale. Car si rien de concret ne sortait de cette pression symbolique, le réveil risquait d'être amer. Pour l'instant, l'élan restait puissant. Impossible de le nier. Il redessinait la carte politique du continent avec une vigueur inédite. Loin de se limiter à une ferveur populaire, le message de Traoré pénétra jusqu'aux hémicycles parlementaires. Là, des députés, toutes tendances confondues, commencèrent à remettre en cause les accords économiques avec Israël, clamant qu'aucun contrat ne devait survivre au mépris. Sans respect, pas d'échange. Sans égalité, pas d'alliance. À Pretoria, Windhoek et Dodoma, le ton monta d'un cran. Plusieurs gouvernements africains n'hésitèrent pas à poser la question qui fâche, et si l'absence d'excuses
imposait une refonte totale des priorités diplomatiques du continent. L'affaire fit l'effet d'un électrochoc, réveillant même les alliances régionales. La TDAO, longtemps cantonnée à son rôle de médiatrice économique et sécuritaire, se vit obligée d'ouvrir un nouveau chapitre, celui d'une diplomatie offensive, construite sur la fierté et la solidarité. Le message, dans sa simplicité, percutait l'unité africaine ne peut se limiter à des accords commerciaux, elle doit s'étendre à la défense de la dignité collective sur la scène mondiale. Et pendant ce temps, au Burkina Faso, le choc fut autant émotionnel que social. Là où l'insécurité avait morcelé les communautés, la voix de Traoré agissait comme un ciment nouveau. Dans des zones longtemps oubliées, des chefs traditionnels affirmaient que leur combat ne relevait plus seulement de la survie locale, mais d'un bras de fer continental pour l'autodétermination. Même dans les camps de déplacés autour des feux improvisés, on entendait des enfants réciter les mots du président, comme on raconte une légende, celle d'un peuple qui, même dans la tourmente, a retrouvé sa fierté. Mais derrière cette montée en puissance se dessinaient aussi des zones de turbulence. En coulisses, les grandes institutions financières internationales faisaient passer le message discret mais ferme, une ligne diplomatique aussi musclée pourrait refroidir les investisseurs, voire déclencher des représailles économiques venues de l'Occident. En parallèle, des diplomates occidentaux venus d'Europe et d'Amérique du Nord tentaient d'approcher discrètement les conseillers du président Traoré. Le but, décoder ses intentions réelles. Était-ce un simple coup de communication ou le début d'un virage radical dans la posture du Burkina Faso sur l'échiquier mondial? Et pendant que les puissances faisaient leurs calculs, l'Afrique, elle applaudissait. Un peu partout sur le continent, l'ultimatum fut perçu comme un acte de courage politique rarement vu. Les chaînes de télévision, les radios et les blogs saluaient l'audace de Traoré, mais aussi et surtout son calme glacial après le choc. Il avait parlé, puis s'était tu. Et en laissant le silence remplir l'espace, il avait transféré tout le poids de la réponse à son adversaire. Un silence plus bruyant qu'un millier de discours. Quand l'aiguille marqua la fin du compte à rebours, une vérité s'imposa limpide, quelles que soient les suites, rien ne serait plus comme avant. En 48 heures à peine, l'ultimatum avait rebattu les cartes du pouvoir diplomatique africain. Il redéfinissait la ligne rouge, celle que plus aucun dirigeant du continent ne pouvait franchir sans trahir la fierté collective. Traoré venait d'offrir à l'Afrique plus qu'un simple bras de fer politique, une démonstration de ce que cela signifie enfin de parler d'une seule et même voix. Mais la résonance ne s'arrêta pas aux frontières du continent. De Washington à Pékin, en passant par Paris et Moscou, les chancelleries s'agitèrent. Dans les couloirs du pouvoir, l'écho du défi burkinabé fit vibrer les murs de la diplomatie mondiale. Pour les États-Unis, habitués à une Afrique docile, cette déclaration sonnait comme un réveil brutal. Le continent ne voulait plus participer, il voulait diriger sa propre narration. Et cette fois, le monde n'avait d'autre choix que d'écouter. À Washington, l'onde de choc de l'ultimatum fit plus que bousculer les plateaux télé, elle divisa les cercles d'analyse les plus influents. Dans les think tanks et les universités, les débats prenaient des allures de confrontation idéologique. Pour certains experts américains, cette sortie de route diplomatique relevait de la témérité pure. Selon eux, un tel affront risquait d'ébranler des équilibres déjà fragiles, notamment au Sahel, où les alliances américaines tiennent souvent par un fil. Mais d'autres voix plus jeunes, plus audacieuses, portées par une génération afro-américaine en quête de sens et de racines, virent dans cet acte un symbole d'une puissance rare, celle d'un continent qui enfin se redresse et parle sans trembler.
Dans les universités comme Howard ou UCLA, l'écho se fit presque immédiat. Les amphithéâtres se transformèrent en scènes de discussion enflammées. Étudiants africains et afro-descendants débattaient avec une ferveur nouvelle. Ce qu'ils avaient entendu, ce n'était pas un simple discours politique, c'était un cri de dignité. Pour eux, Traoré n'avait pas seulement prononcé des mots. Il avait donné chair au courage celui qui brise les codes et force le monde à écouter. À Harlem, sous le soleil doré d'un été new-yorkais qui s'effilait la diaspora africaine, s'est rassemblée comme un seul corps. Dans ces rues chargées d'histoire, les mêmes où résonnaient jadis les marches des droits civiques, les tambours, les chants et les cris d'espoir ont refait vibrer les murs. Les drapeaux du Burkina Faso et des États-Unis ondulaient côte à côte, mêlant les symboles de deux continents unis par la mémoire et par la fierté. Les voix s'élevaient dans un même souffle. L'Afrique se dresse, l'Afrique est digne. Mais cette ferveur n'était pas un repli sur soi.